Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être restés dans cette salle ou nous avoir rejoints pour cette conférence dans cette grande et belle salle Gaston Berger pour les rencontres du ciel et de l'espace 2021. La prochaine conférence sera donnée par notre invité Miguel Montargès, qui est chercheur à l'Université Paris Sciences Lettres et qui travaille au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qui est l'un des 5 laboratoires de l'Observatoire Paris-Meudon. Miguel Montargès a fait des étoiles massives sa spécialité, et je crois ne pas me tromper en disant que celle qu'il préfère parmi, parmi toutes n'est autre que la super géante rouge Bételgeuse, que vous pourrez d'ailleurs contempler cet hiver dans le ciel de l'hémisphère nord, dans la constellation d'Orion. Miguel est également attaché à la diffusion des sciences auprès du public, et j'ai cru comprendre que vous diffusiez justement des soirées d'observation avec des instruments historiques sur Internet pour que les gens voient à quoi ressemble une vieille lunette et une coupole d'astronome. Alors certains d'entre vous s'en souviennent certainement, au début de l'année 2020, Bételgeuse est passé par un minimum de lumière particulièrement profond dans le domaine visible. Cet événement spectaculaire a été observé avec les plus grands télescopes de la planète. Miguel Montargès a mené l'équipe de scientifiques qui a ausculté l'étoile sous tous les angles, résultant en une publication scientifique dans la revue Nature en juin 2021, dont vous êtes le premier auteur. Nous avons la chance d'avoir Monsieur Bételgeuse en France à l'Observatoire de Paris et avec nous aujourd'hui. La perte d'éclat historique de Bételgeuse en 2019-2020, une vue détaillée avec le Very Large Telescope. C'est l'intitulé de votre conférence, Miguel. Merci encore d'être parmi nous et je vous laisse la scène. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. 1, 2. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi d'être aujourd'hui là devant vous pour présenter ce résultat et cette histoire sur Bételgeuse. Il y a quasiment 15 ans, j'étais de l'autre côté dans le public et j'assistais à une conférence d'André Braic. Et jamais j'aurais imaginé être sur scène un jour ici devant vous pour présenter quelque chose, et encore moins quelque chose qui est sorti dans Nature. Donc, on va parler de mon étoile favorite. Alors bon, il y a aussi Étacard que j'aime bien, mais Bételgeuse, elle a une place particulière dans mon cœur. Donc ici, on a une vue de la constellation d'Orion. Je ne sais pas si vous êtes familier avec elle. Donc elle est visible dès à présent dans le ciel nocturne, après minuit. Elle commence à se lever sur l'horizon est. Donc ici, le nord, enfin est plutôt de ce côté. Le sud est par là. Donc en fait, on la représente couchée. Elle est très reconnaissable grâce aux 3 étoiles du baudrier d'Orion ici. On peut distinguer la nébuleuse, quasiment à l'œil nu dans Paris, on voit qu'il y a quelque chose là. Vous avez une étoile qui est très bleutée ici, qui s'appelle Rigel, une géante bleue, et vous avez Bételgeuse, qui est de l'autre côté, et on voit très bien à l'œil nu sa couleur rouge-orangée, même en plein Paris. Et alors, en dehors de Paris, n'en parlons pas. Donc voilà la représentation telle qu'on la voit dans le ciel dans l'hémisphère nord. Donc on dit, voilà, Bételgeuse, c'est l'épaule du géant Orion. Alors, Bételgeuse, c'est la supergéante rouge. C'est vraiment l'étoile dont on considère qu'elle est le prototype de la classe des supergéantes rouges, parce que c'est la plus étudiée, elle est relativement proche, c'est pas la plus proche, Antares c'est un peu plus proche, et par rapport à Antares, elle ressort vraiment dans le ciel, alors qu'Antares est un peu noyé dans la Voie lactée. Donc ces caractéristiques, les voici, je les compare au Soleil, parce que c'est l'étoile qu'on connaît le mieux et qui peut nous donner un ordre de grandeur. Donc Bételgeuse est à environ 720 années-lumière, quand le Soleil est à 8 minutes-lumière. Donc évidemment, le Soleil, voilà, on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes, et Bételgeuse telle qu'elle était il y a 720 ans. La taille, le Soleil, c'est un rayon solaire, ça va. Donc c'est aussi 110 fois le rayon de la Terre. Donc ça veut dire que sur l'équateur du Soleil, on peut aligner 110 fois notre planète. Bételgeuse, son rayon, c'est 900 fois le rayon du Soleil. Donc ça veut dire que sur l'équateur de Bételgeuse, on peut mettre en gros 1 millier de fois le Soleil. Donc c'est très très gros. Mais en fait, c'est plus gros que vous l'imaginez, parce que si on peut mettre 1 millier de fois le Soleil sur l'équateur de Bételgeuse, ça veut dire que dans le volume, c'est au cube, donc on peut mettre 1 milliard de fois le Soleil dans Bételgeuse. Donc c'est un volume 1 milliard de fois plus gros que le Soleil, qui est déjà beaucoup plus gros que la Terre, je vous le rappelle. Et là, c'est là que c'est assez amusant. Les supergéantes, c'est un monde un peu bizarre. Donc le Soleil, c'est
une masse solaire, pas de surprise. Bon, je ne veux pas vous donner les chiffres en kilos ou en tonnes, c'est un chiffre avec des puissances de 10, plein de zéros derrière, c'est très grand, et on n'a aucune idée de ce que ça représente, donc ça ne sert à rien. Mais par contre, donc dans ce volume qui contient 1 milliard de fois le Soleil, pour BTHeuse, il n'y a que 15 à 20 fois la masse du Soleil. Donc en fait, c'est très peu dense, c'est quand même assez léger. C'est pas 1 milliard de Soleil quoi, que ça pèse. Et ce qui est assez rigolo, c'est que cette masse, qui est quand même très légère, elle est quand même concentrée dans le centre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui va donner sans doute une étoile à neutrons ou un trou noir. Et les éléments les plus lourds sont vraiment concentrés dans le cœur de l'étoile. Donc l'enveloppe, en fait, c'est quelque chose d'assez peu dense, assez dilué, et ce qui explique la physique un petit peu bizarre de ce genre d'étoile que je vais vous montrer un peu après. Donc on voit qu'elle est quand même quasiment 2000 degrés plus froide que le Soleil, d'où la couleur rouge. Et par contre, elle est beaucoup plus lumineuse que le Soleil. Donc voilà, c'est la supergéante typique. C'est ce qu'on dit tous, tous les gens qui travaillent là-dessus, on considère que c'est le prototype. Je ne suis pas tellement d'accord parce qu'il y a quand même quelque chose de très différent avec BTHeuse. Il y a deux choses que je n'ai pas écrites ici. Elle n'a pas de compagnon. Elle n'a pas de compagnon stellaire. Alors que normalement, toutes les étoiles qui sont plus massives que 10 fois la masse du Soleil, quasiment toutes, elles ont un compagnon. Donc une autre étoile qui leur tourne autour. Elle, non. Donc elle est un peu spéciale. Et aussi, elle tourne relativement vite sur elle-même. On pense que ça résulterait justement peut-être de la fusion d'une autre étoile. Elle aurait mangé une autre étoile, ce qui l'aurait accéléré. Un scénario intéressant parce que ça explique à la fois l'absence de compagnon, elle l'a mangé, et le fait qu'elle tourne plus vite. Et du coup, ça ne la rend pas forcément vraiment typique des supergéantes rouges. Alors, une supergéante rouge, qu'est-ce que c'est? Donc ici, vous avez une représentation du cycle de vie des étoiles. Donc, on va commencer par la partie gauche. Ça, c'est ce qui arrive aux étoiles qui ne sont pas très massives. C'est jusqu'à 8 fois la masse du Soleil. C'est ce qu'on appelle les étoiles de faible masse ou les étoiles de masse intermédiaire. Donc ça naît dans une nébuleuse, un peu comme la nébuleuse d'Orion, là, ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles ou une nurserie stellaire. Au début, ça va être des proto-étoiles qui sont encore enveloppées dans un petit cocon de gaz et de poussière. Elles vont évoluer sur ce qu'on appelle la séquence principale, là où elles vont passer le plus clair de leur vie, et elles vont plutôt être des étoiles de type solaire, c'est-à-dire des naines jaunes. Au bout de plusieurs milliards d'années, elles vont évoluer pour devenir des géantes rouges. Donc ça va être soit la branche des géantes, soit la branche asymptotique des géantes, quand ça va évoluer encore plus. Donc c'est des grosses étoiles rouges. Elles vont perdre leur couche externe pour former ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Donc c'est un gros cocon de gaz qui est éclairé par le cœur de l'étoile ici au centre. Et les siècles passant, le cocon de gaz va se dissiper et il ne restera plus que le cœur de l'étoile, la naine blanche. Donc ça, c'est pour les étoiles peu massives. Pour les étoiles plus massives, au-delà de 8 fois la masse du Soleil, pareil, ça naît dans la nurserie stellaire, proto-étoile, et ça va donner une étoile massive sur la séquence principale, c'est-à-dire plutôt une géante bleue, chaude. Au bout d'un certain temps, qui cette fois va être plutôt de l'ordre du million d'années, l'étoile va devenir une supergéante rouge, donc quasiment la même, mais beaucoup plus grosse, format XL. Et là, par contre, au bout de quelques centaines de milliers d'années, ça ne va pas se passer gentiment avec une expulsion des couches, ça va être l'explosion, une supernova. Sachant que ce genre d'événement, c'est censé se produire à peu près une fois dans une galaxie comme la nôtre, la Voie lactée, tous les siècles. Mais ça fait 400 ans qu'on n'en a pas vu. Donc c'est bien dommage, parce que c'est quand une étoile explose en supernova, elle va être aussi brillante que toute sa galaxie. Elle va devenir aussi brillante que la centaine de milliards d'étoiles de la galaxie. Donc c'est typiquement un genre d'événement, si ça arrive, ça fait comme si on avait une seconde pleine lune dans le ciel la nuit, et si c'est au moment où l'étoile est visible dans la journée, on peut voir une étoile autre que le Soleil dans le ciel en plein jour. Dans les récits historiques, c'est déjà arrivé, donc on espère tous que ça arrive un jour. Moi, chaque nouvel an, lors des 12 coups de minuit, je fais le vœu
que ça arrive l'année suivante. Mais ça ne marche pas trop apparemment, hein. Ensuite, après l'explosion en supernova, l'étoile va devenir soit une étoile à neutrons, si elle fait moins de 20 fois la masse du Soleil, soit un trou noir. Et d'ailleurs, Bételgeuse, elle est à la limite, donc on ne sait pas trop de quel côté elle va partir. Donc voilà, une supergéante rouge, c'est juste le produit de l'évolution d'une étoile massive, au-delà de 8 fois la masse du Soleil. Et voilà à quoi ça ressemble en fait, une supergéante rouge. Je sais qu'il y a beaucoup de vues d'artistes qu'on trouve sur Internet quand on tape supergéante rouge, où une supergéante rouge, c'est en gros une photo du Soleil, hein. On reconnaît la granulation, les taches solaires, peint en rouge. Et généralement, on vous met le Soleil en petit à côté, comme ça, le cerveau se dit « Ah oui, donc c'est un gros machin ». Donc en fait, non. Non. Moi, j'enrage à chaque fois que je vois ce genre de vue d'artiste. Ça, c'est une bonne vue d'artiste d'une supergéante rouge qui avait été produite par l'Observatoire européen austral il y a 10 ans. Donc déjà, on voit la taille, hein. Donc c'est-à-dire qu'ici, vous avez le système solaire à l'échelle en haut. Donc là, le gros point blanc, c'est le Soleil. Vous avez 4 petits pixels blancs, là, ce sont les 4 planètes telluriques. Et ici, vous avez Jupiter. Et donc, en gros, la limite de la surface, de la photosphère de l'étoile, c'est l'orbite de Jupiter. Et ce que vous avez à la surface de l'étoile, ce n'est pas du tout les petites cellules de convection solaire avec des taches sombres comme on a l'habitude d'en voir. C'est en gros à peu près une dizaine, une vingtaine de cellules de convection immenses. Chacune fait la taille de l'étoile. Et je vais vous montrer en vidéo, c'est vivant, quoi, ça bouge. Mais ce qui est intéressant, ce que je veux parler ici, c'est ça. Ce qu'on voit en fait, c'est que l'étoile a ce qu'on appelle un important vent stellaire. Donc, vous avez sûrement entendu parler du vent solaire qui, sur Terre, est à l'origine des aurores boréales, polaires, devrais-je dire. Les supergéantes rouges et géantes rouges ont également un vent stellaire qu'on appelle une perte de masse. Mais c'est beaucoup plus important que le vent solaire, puisque une masse solaire est perdue tous les demi-millions d'années. En gros, c'est, que je ne dis pas de bêtises, 10 millions de fois plus massif que le vent solaire, ce qu'elle perd. Donc il y a de la matière là, qui part de la photosphère sous forme de gaz et qui, en s'éloignant, va former de la poussière. Les fameuses poussières d'étoiles dont Hubert Reeves parle si souvent et dont on le connaît pour le bouquin qui s'intitule de la même façon. Donc voici comment se forme une partie de la poussière d'étoiles dans le vent des supergéantes rouges. Et je tiens à vous dire que oui, ici, nous sommes ici, là, tous ensemble sur Terre, dans cette salle. On est tous faits de carbone, d'oxygène, il y a du fer dans notre sang, du calcium, etc. etc. C'est des éléments qui ont été faits dans ce genre d'étoiles. Donc forcément, toutes les particules qui nous constituent, elles ont déjà été dans un truc comme ça. Et en fait, comme on est tous ici sur Terre, il est assez probable qu'on était tous dans la même. Donc un jour, tous là, nos particules, elles ont été là-dedans. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi étudier ce genre d'étoiles, ça nous permet de savoir aussi d'où on vient. Et alors maintenant, je vais vous montrer ce à quoi ressemble la surface d'une supergéante rouge. Alors, voilà. Donc là, vous avez une simulation hydrodynamique faite par Andrea Cavassa, qui travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice, qui nous montre sur à peu près 5 à 10 ans l'évolution de la surface d'une supergéante rouge. Et donc, vous avez en fait de la matière chaude et brillante qui remonte des profondeurs de l'étoile, qui va se refroidir au contact du vide du système planétaire de la supergéante rouge, et qui va s'assombrir et retomber dans les profondeurs de l'étoile. Et là, vous voyez, il y en a quelques dizaines à tout moment. Ce n'est pas du tout comme les petites cellules de la convection solaire qui, elles, font la taille de la France. Là, les cellules font quasiment la taille de l'étoile. Et donc, on a voilà, ces mouvements convectifs en permanence à la surface des supergéantes rouges. Et j'adore regarder ce genre de vidéos. C'est vraiment hypnotique. Alors, on va revenir à notre propos. Donc, on a vu à quoi ressemblait une supergéante rouge. On a vu pourquoi elles étaient intéressantes avec leur vent stellaire. Et tout à l'heure, j'ai mentionné quand même un petit quelque chose sur la durée de vie des supergéantes rouges et des étoiles massives. Je vous ai dit, le Soleil vit 10 milliards d'années. Et quelque chose comme Bételgeuse, c'est
8, 10 millions d'années. Vous vous dites, c'est beaucoup plus court. Mais à quel point plus court? Ben, même moi, j'avais du mal à le visualiser parce que, en fait, notre cerveau, on visualise les nombres jusqu'au millier et après, on se dit, bon, ben, c'est très grand et c'est plus ou moins grand, quoi. Mais on a du mal à visualiser. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on a les chiffres de l'évasion fiscale, on se dit, oui, c'est grand, mais bon, on ne voit pas trop pourquoi c'est si important, hein. Bon, ben, en fait, on devrait faire des visualisations graphiques parce que là, ça devient très intéressant. Donc là, je vous ai représenté la vie du Soleil. Donc en jaune, vous avez les 10 milliards d'années de vie du Soleil en tant que naine jaune. Si je ne me trompe pas, il me semble que chaque case représente 6 millions d'années. Et ensuite, vous avez en rouge, en bas, les cases dans lesquelles il va être une géante rouge. Ça représente quand même encore un petit milliard d'années, hein, donc il va rester un petit moment en tant que géante rouge. Donc voilà la vie du Soleil. Alors, bon, nous, on est à peu près au milieu, hein, et on peut se demander légitimement, Bételgeuse, si je représente sa vie à cette échelle, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente ça. Donc ici, vous avez une case et demie en bleu pour le temps que Bételgeuse va passer en tant que géante bleue, c'est-à-dire 8 millions d'années, et vous avez quelques centaines de milliers d'années, même pas, en tant que super géante rouge. Donc c'est tout petit. Donc les étoiles massives, ça va vivre pas longtemps du tout. Moi j'aime bien dire, c'est comme un feu d'artifice, une étoile massive. Ça brille beaucoup et puis ça explose et ça disparaît. Alors qu'une étoile comme le Soleil, ça va plutôt être une bougie, quoi. On l'allume et ça va brûler pendant très longtemps et ça va s'éteindre sans faire beaucoup de bruit. Une autre façon aussi de se dire ça, pour vraiment vous représenter les choses, c'est des choses auxquelles j'ai réfléchi quand j'ai donné des interviews sur ce résultat, parce que et ça m'a même surpris parce que j'avais pas réalisé moi-même, pourtant ça fait des années que j'étudie cette étoile, et ces images, ça m'a vraiment frappé. Donc il y a eu celle-là, et il y a aussi le fait de vous dire, donc vous connaissez les dinosaures, vous savez qu'ils se sont éteints il y a à peu près 65 millions d'années, soit avec du volcanisme, soit un astéroïde qui s'est écrasé sur Terre. Mais en fait, il faut se dire que les dinosaures, quand ils étaient sur Terre, s'ils ont levé la tête vers les étoiles, eh bien, ils n'ont pas vu Bételgeuse. En fait, ils n'ont même pas vu la constellation d'Orion. Il n'y a aucune des étoiles de la constellation d'Orion qui était née déjà à ce moment-là. Et c'est même pas que Bételgeuse n'était pas une super géante rouge, c'est qu'elle n'était même pas géante bleue, elle n'était même pas née. Donc le ciel, qui nous semble tellement immuable à notre échelle, à l'échelle de la Terre et du Soleil, ne l'est absolument pas. Donc voilà pour le côté vertigineux. Alors, Bételgeuse, pourquoi est-elle célèbre? Alors, il y a deux raisons. Déjà, voilà, la constellation d'Orion, on la voit facilement dans le ciel. L'hiver, même dans Paris, pour peu qu'on ait un horizon sud un peu dégagé, on la voit, il n'y a pas de doute. À vrai dire, moi, c'est la toute première constellation que j'ai su repérer dans le ciel, j'avais même pas 10 ans. Et c'est simple, voilà, comme je disais, il y a les 3 étoiles là, un machin bleu ici, et là, un truc orange, c'est Bételgeuse. Et Bételgeuse a été la première étoile que j'ai su nommer dans le ciel. Donc, ce qui est quand même extraordinaire, que je suis en train de l'étudier maintenant. Et en plus, c'est une région calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'étoiles visibles à l'œil nu dans le coin, alors que vous avez Antares, qui est la supergéante rouge la plus proche, qui est visible l'été, elle est en plein milieu de la Voie lactée, le centre galactique n'est pas loin. C'est beaucoup plus dur de la repérer. Et bon, il y a une autre raison qui fait qu'elle est célèbre, c'est qu'il y a eu ce film, alors je ne pense pas qu'il ait été très célèbre en France, là, mais aux États-Unis, voilà, c'est un grand phénomène. D'ailleurs, si vous suivez le mot-clé Bételgeuse sur Twitter, il y a plus souvent des gens qui font du cosplay du film que des gens qui parlent de l'étoile. Bon, sauf quand on a sorti le résultat, là, on a quand même pris le dessus, heureusement. Et donc, ça fait que quand il arrive quelque chose à cette étoile, c'est déjà arrivé en 2009, il s'était passé un petit quelque chose, là, ce qui s'est passé ces dernières années, la presse, en particulier anglo-saxonne, s'emballe assez rapidement. Ça et le fait que c'est bien connu, que c'est une de celles qui peut exploser en supernova, et tout le monde attend ça. Alors, Bételgeuse, comme toutes les supergéantes rouges, est ce qu'on appelle une variable semi-régulière. Qu'est-ce que ça veut dire semi-régulière? Bon, variable, ça veut dire que son éclat va changer au cours du temps, c'est ce que je représentais ici. Donc là,
plus les points sont en haut, plus l'étoile est lumineuse, plus ils sont en bas, moins elle est lumineuse. Et là, vous avez le temps qui s'écoule, donc on commence en 80 et on finit en 2018. Et alors ça, c'est en visuel, hein, donc c'est ce qu'on pourrait voir avec nos yeux. Et semi-régulière, ça veut dire que bon, c'est pas totalement anarchique, mais c'est pas non plus super périodique. Donc on est un peu entre les deux. Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce d'oscillation là, mais on voit qu'elle se répète pas forcément d'un cycle sur l'autre. Donc voilà, régulier, mais pas trop. Et donc voilà, elle a des hauts et des bas. Et ça fait, c'est observé depuis 150 ans à peu près. Donc on voit qu'il y a des minimums qui ne sont pas très prononcés, puis on en a d'autres, là c'était celui de 2009, qui était un peu plus important. Et en 2009 d'ailleurs, il y avait eu ça, et il y avait quelqu'un en Australie, il me semble, qui avait commencé à dire « Ah, ça, Betelgeuse est moins lumineuse, on ne sait pas trop pourquoi, et c'est une étoile dont on sait qu'elle va exploser bientôt. » Et la journaliste qui avait fait l'interview, je revois la vidéo, avait dit « Et voilà, l'astronome que je viens d'interviewer vient de dire que Betelgeuse va exploser dans l'année. » Non, le monsieur, il n'avait pas dit ça. Il avait dit bientôt à l'échelle astronomique. Et donc, il y avait eu un petit, on s'en souvient pas trop, mais il avait commencé à avoir un petit buzz. Alors, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés à l'époque, donc c'était quand même assez resté confiné en Australie. C'était pas trop sorti, on n'avait pas trop eu à lutter. Mais il y avait déjà eu des gens qui disaient oui, voilà, peut-être en 2012, Betelgeuse va exploser. Enfin bon, il y avait déjà les rumeurs sur la fin du monde en décembre 2012, donc voilà. Alors, donc il y avait eu ce minimum plus important, mais bon, voilà, après, elle est revenue, elle a refait des cycles avec des minimums et des maximums plus ou moins importants. Donc là, on en était là, courant 2018. Et alors, fin 2019, les choses se sont un petit peu emballées et je vais raconter comment s'est passé mon mois de décembre. En fait, on avait déjà eu des signaux, voilà, courant novembre, il y avait eu sur quelques mailing lists de personnes qui étudient cette étoile, des observateurs amateurs en fait, qui disaient c'est bizarre quand même, elle est moins lumineuse que ce qu'on attendrait étant donné son cycle et ça descend quand même assez vite. Bon, j'étais un peu sceptique, on avait encore 2009 en tête, enfin, en tout cas moi je me disais ah, pas s'emballer, hein. J'ai pas envie d'être le prochain dont on va se moquer parce qu'il a dit qu'elle va exploser. Alors, le 7 décembre, les choses se précisent de manière un peu plus officielle. Il y a eu ce qu'on appelle un télégramme des astronomes qui s'intitulait la baisse de luminosité de la supergéante rouge proche Betelgeuse. Alors, un télégramme des astronomes, malheureusement, ce n'est plus par télégramme. J'adorerais recevoir ou envoyer des télégrammes, mais c'est juste un site internet ou un compte Twitter, donc désespérément ennuyeux. Le 11 décembre, dans un email échangé avec Pierre Kervella, à l'Observatoire de Paris, j'étais en Belgique à ce moment-là, et Éric Lagadec, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, j'ai écrit dans un email, bon, on se demandait s'il fallait aller l'observer avec le VLT, faire une demande de temps. Pour tout vous dire, moi j'avais des données avec ALMA, un observatoire dont je parle un peu plus tard, un grand programme avec 112 heures d'observation, j'avais des choses plus importantes en tête. Donc, dans un email, j'ai écrit oui, bon, pour l'instant, ça ressemble à une conjonction des deux périodes de pulsation. Et ça va faire un minimum un peu plus important, mais bon, il ne se passe rien, quoi. C'est pas intéressant. Et ça va faire comme 2009, quoi. Et donc j'ai écrit ça, et je suis très fier de le montrer à chaque fois que, ben voilà, il faut pas s'accrocher à ses certitudes, hein. Le 19 décembre, là quand même, on voit que ça commence à plonger, là, la courbe de luminosité, ça devient bien moins lumineux que d'habitude. Et puis en plus, la presse anglo-saxonne commence à en parler un petit peu. Et donc je me suis dit, allez, bon, on va faire une demande d'observation dans le but de prouver qu'il ne se passe rien. Donc mon but, c'était de montrer que quand on observe l'étoile avec les grands télescopes européens au Chili, elle est semblable à elle-même, fin de l'histoire, intéressez-vous à autre chose, quoi. Il ne se passe rien d'intéressant. Donc le 19 décembre, je me décide à faire ça. Je crois que le soir même ou le lendemain matin, la demande était prête. Donc j'avais écrit ça en 24 heures, alors que d'habitude, on prend plusieurs jours, voire une semaine. Donc là, maintenant, depuis que j'ai fait ça et j'ai montré que c'était faisable, je m'attelle à ne pas dépasser ce temps pour préparer une demande de temps d'observation. Le 22 décembre, après relecture par mes collaborateurs, quelques corrections, donc j'envoie ça à l'Observatoire européen austral qui opère les télescopes qui sont installés au Chili. Alors oui, une demande, c'est pas juste un petit mot « Bonjour, s'il vous plaît, j'aimerais observer Betelgeuse, merci, au revoir ».
C'est quand même une dizaine de pages, hein, donc il y a toute une justification scientifique qui fait 2 pages, il me semble, figures incluses et références incluses, et vous avez 4 ou 5 pages de justification technique, où il faut dire quel télescope on veut utiliser, quel instrument sur ce télescope, combien de temps à la minute près, quelle cible on va observer et quelle procédure d'étalonnage on va utiliser. Donc il faut dire à l'avance tout ce qu'on va faire et pourquoi on veut le faire. Donc on envoie tout ça le 22 décembre. Et voilà, le soir, c'est les vacances de Noël, je m'en vais. Et je crois que j'ai noté dans mon agenda, ce soir-là, je suis allé voir Star Wars. Je ne sais plus lequel qui sortait cette année-là. Mais voilà, j'étais tranquille pour les vacances. Le 27 décembre, à minuit 28, j'allais me coucher. J'allais passer mon téléphone portable en mode avion. Et j'envoie sur mon téléphone un email envoyer les blocs d'observation, donc les instructions techniques d'observation, à Paranal, donc là où sont localisés les télescopes. Je me disais, mais quoi? Alors en plus, à ce temps-là, je n'étais plus vraiment les neurones connectés. Et normalement, quand vous avez une demande de temps qui est approuvée par l'Observatoire européen austral, vous recevez un email, voilà, votre projet a été accepté, merci de vous connecter sur le site web pour faire les blocs d'observation. Toute une procédure très lourde, avec très codifiée. C'est ensuite contrôlé en Allemagne par les gens de l'Observatoire européen austral avant d'être envoyé au Chili. Et ensuite, les observations ont lieu. Et là, c'était envoyé tout par email. Je me suis dit, attendez, c'est un spam ça? Ben non, c'était bien réel. Le programme avait été accepté. Mais comme on était entre Noël et Nouvel An, tout le monde était en vacances, en Allemagne en particulier. Et donc, si on voulait que les observations aient lieu le plus vite possible, parce qu'il se passait quelque chose, eh bien, en fait, il fallait court-circuiter toute la procédure et il fallait directement tout envoyer par email. Donc, minuit 28, je ne me suis pas couché. Je me suis relevé et je suis allé sortir l'ordinateur pour voilà, faire les blocs. Et à 1h38, une demi-heure plus tard, tout était prêt et tout était envoyé par email au Chili. Donc là, je suis allé me coucher. Et pendant que je dormais, la même nuit, à 6h20 du matin, toutes les observations sur l'instrument sphère, dont je vais parler un peu après, avaient été exécutées. Je ne savais pas, moi je dormais. Et c'est quand je me suis levé à 9h ce jour-là, que j'étais en vacances, que j'ai vu l'email comme quoi ça avait été observé. J'étais super content de montrer qu'il n'y avait rien qui se passait à la surface de l'étoile. Mais comme encore une fois, tout le monde était en vacances, normalement la procédure c'est observer et à 14h, heure d'Europe, on a les données qui arrivent. Alors on a un email qui nous prévient avec tout le rapport et on peut les télécharger sur le site de l'ESO en s'identifiant. Mais tout le monde est en vacances, donc le transfert du Chili vers l'Allemagne ne peut pas avoir lieu. Et surtout, la vérification, le contrôle qualité qui a lieu au matin en Allemagne ne pouvait pas avoir lieu. Donc, je n'ai pas eu les données le 27. Il a fallu attendre le 29 décembre. Et c'est le responsable, le Shift Coordinator, on appelle, donc celui qui coordonne les observations entre les différents télescopes au VLT, qui m'a envoyé un email pour que je puisse les récupérer par son site perso pour pouvoir accéder aux observations. Parce qu'en fait, on était tous impatients de savoir ce qui se passait. On en parlait dans la presse. Et en fait, à Paranal, au VLT, ils attendaient que quelqu'un aille observer Betelgeuse. Ils savaient qu'il allait y avoir une demande à ce sujet. Et donc, ils me les ont envoyés pour que je puisse les regarder. La seule condition, c'était, bon, une fois que tu as traité les données, tu envoies une image qu'on sache quand même ce qui se passe, quoi. Donc, le 29 décembre, je reçois les données. Je les ai traitées l'après-midi et le soir. J'étais la seule personne à savoir ce qui se passait sur Betelgeuse. Donc c'était quand même assez grisant. Et en plus, il se passait quelque chose. Donc je m'étais trompé, il se passait quelque chose, mais j'étais super content. Et c'est pas fini, c'est seulement le 30 décembre à 21h30 que j'ai enfin pu voir Betelgeuse de mes propres yeux. Parce que, comme je l'ai dit, à ce moment-là, moi je travaillais, j'habitais en Belgique. Et alors moi je suis du sud de la France, donc je suis désolé parce que la météo est un peu la même ici à Paris, mais bon, dans le nord, quoi, fin décembre, ciel dégagé, c'est un doux rêve, c'est pas le Chili. Et donc il y a tout ça qui s'était passé là. Elle avait eu la période de luminosité, les observations au Chili, et j'avais pas encore vu moi de mes propres yeux ce qui se passait. Et c'est seulement le 30 décembre à 21h30 que, alors j'avais déjà vu les images du VLT, j'ai enfin pu voir la constellation d'Orion dans le ciel. Et c'était flagrant, quoi. Il y avait vraiment Betelgeuse qui était beaucoup moins lumineuse que d'habitude. C'était quand même un beau mois de décembre. Donc voilà, ça c'est la courbe de lumière que je vous ai présentée il y a quelques minutes, j'espère que vous en souvenez. Et ce qui s'est passé en 2019-2020, c'est ça. Donc on a eu cette importante perte d'éclat, qui est là, ici,
Et cette diminution de luminosité, visible à l'œil nu, c'est quelque chose qui n'avait pas été observé depuis environ 150 à 200 ans qu'on note la luminosité de cette étoile. Donc il y avait quand même de quoi se poser des questions. Et voilà, donc là je zoome sur les dernières années. Donc là, vous avez 2015, vous avez les cycles précédents, voilà, tranquille. On voit que c'est pas très régulier. Là, il y a eu un minimum, un petit plateau, puis hop, c'est reparti. Là, un beau minimum en 2019, et là, 2020, voilà, il s'est passé un truc. Et après, bon, on voit que c'est reparti quand même. Hein. Et alors, pour essayer de savoir ce qui s'est passé, il faut essayer d'aller observer l'étoile. Mais aller observer l'étoile, ça ne veut pas juste dire mesurer la luminosité, essayer d'avoir ce qu'on appelle un spectre pour regarder la composition, etc. Il faut se souvenir que, comme c'est une supergéante rouge, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a cet important vent stellaire, qui est, comme je l'ai dit, 10 millions de fois plus dense que celui du Soleil. Et donc ça fait que Bételgeuse, elle est perpétuellement entourée d'une grosse coquille de gaz et de poussière. Là, vous avez une image qui a été prise par Pierre Kervella et moi-même avec l'instrument Visir du VLT. Donc c'est un instrument qui observe à la longueur d'onde de 10 microns, c'est l'infrarouge moyen. C'est aussi un peu ce qu'on regarde si on veut regarder avec des lunettes infrarouges nocturnes. Donc ici, on est à 10 microns et on voit l'émission de thermique, donc la température de la poussière. Et donc là, ce qu'on voit, c'est la coquille de poussière autour de l'étoile. Et à l'échelle, ici au centre, vous avez l'étoile elle-même, c'est-à-dire ce qu'on appelle la photosphère. Et là, si vous avez un disque noir, c'est pas parce qu'il n'y a pas de poussière dans cet endroit-là, c'est juste qu'en fait, dans l'image Visir, on est obligé de cacher le centre pour bien voir la poussière autour. Et mais en fait, il y en aurait autant ici. Et donc, on voit la difficulté, c'est-à-dire que pour comprendre ce qui est arrivé à Bételgeuse, par exemple, voir s'il y a un nuage de poussière qui l'a caché, qui a été rapidement une des premières hypothèses, il faut essayer d'aller regarder ce qui arrive au petit point, là. Est-ce qu'il y a par exemple de la poussière qui s'est formée ou qui passe devant ce petit point, alors qu'en permanence, vous avez de la poussière autour. Pour faire ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la haute résolution angulaire, c'est-à-dire qu'il faut faire ça. Il faut arriver à distinguer la photosphère de l'étoile du cocon de poussière qu'il y a autour, de ce qu'on appelle l'environnement. Et ça, en fait, c'est pas facile. Il n'y a même pas une dizaine de télescopes sur Terre qui peuvent le faire. Et les meilleurs pour le faire, c'est les télescopes européens au Chili, c'est-à-dire le Very Large Telescope. Je rappelle qu'avec l'instrument sphère dont je vais parler après, le VLT a un niveau de détail, une résolution qui est meilleure que le télescope spatial Hubble. Donc, quand on dit toujours Hubble, c'est le meilleur, pas forcément. Enfin, je veux dire, ce que fait l'Europe au Chili, c'est quand même extraordinaire. Donc, voilà, il faut utiliser la haute résolution angulaire. Et pour ça, voici quelle était ma stratégie. Donc ça, ce qui était dans la demande de temps de fin décembre et une autre que j'ai faite ensuite quelques semaines après en janvier. Quand j'ai vu qu'il se passait quelque chose, je me suis dit, ah, non, on va continuer à observer. Hein. Alors, j'ai utilisé 3 instruments différents du VLT. Donc si vous avez la plateforme de Paranal, ici vous avez l'ouest qui est sur la gauche avec l'océan Pacifique et l'est à droite avec la cordillère des Andes. C'est une photo que j'avais faite en 2013 ou 2015 quand j'y étais allé. Et donc j'ai demandé à utiliser l'instrument sphère au VLT, un instrument qui a été très fortement développé en France, hein, que ce soit à Grenoble, à Marseille, à Lyon, à l'Onera ou à Meudon. Il y a plein de laboratoires français, à Nice aussi, qui ont contribué à son développement, ainsi que des laboratoires à l'étranger, hein, en particulier en Suisse et en Allemagne. Donc ici, le but, c'est d'aller voir la surface de l'étoile, parce que sphère compense les turbulences de l'atmosphère. Et en fait, c'est comme si le télescope numéro 3 du VLT, qui est ici, on le mettait dans l'espace, tellement c'est efficace pour corriger la turbulence atmosphérique. Sauf qu'on n'a pas besoin d'avoir une fusée et de s'embêter à avoir toutes les contraintes du spatial. Donc c'est extrêmement performant. Le but de sphère, normalement, c'est de traquer des exoplanètes, mais moi je l'utilise pour d'autres choses. Et donc, imager la surface et aussi regarder ce qu'on appelle la polarisation pour regarder la poussière autour de l'étoile. J'ai également utilisé l'instrument Gravity, qui lui est un interféromètre, c'est-à-dire qu'on recombine la lumière de 4 des télescopes du VLT. Donc soit les 4 grands, soit les 4 petits. Alors comme Bételgeuse est très brillante, surtout en infrarouge proche où Gravity observe, c'est des longueurs d'onde de 2 microns, on utilise les 4 petits. Si on utilisait les 4 gros, on peut faire cramer le détecteur, ce serait un peu dommage. Le but ici, c'est plutôt de regarder la taille de l'étoile.
et de surveiller la convection, là, ce que je vous ai montré dans la vidéo, de regarder si par exemple il n'y avait pas une tache sombre à la surface de l'étoile. Et j'ai utilisé un troisième instrument qui s'appelle Matisse, qui a été fortement développé à l'Observatoire de la Côte d'Azur. En particulier, Pierre Cruzaleb, qui est à l'accueil en haut du stand de l'AFA, travaille sur l'instrument Matisse, qui recombine la lumière en infrarouge moyen, donc à 10 microns, pour regarder la poussière. Donc là aussi, les 4 petits télescopes. Je ne l'ai pas mentionné, mais Gravity aussi, la France est fortement impliquée, en particulier dans mon laboratoire au LESIA, à l'Observatoire de Paris. Donc, la surface, la taille de l'étoile et les cellules convectives, et ici, la composition de la poussière avec Matisse. Donc, ça fait beaucoup d'observations, mais c'est ce qu'on fait maintenant. Généralement, on combine les données de plusieurs instruments pour essayer de comprendre ce qui arrive à l'objet qui nous intéresse. Ah oui, tiens, j'avais oublié, j'avais mis ça. Donc, nous, ce qu'on voit avec nos yeux, c'est la lumière visible ici, du violet au rouge. Et donc, Sphère, il observe plutôt dans la partie rouge, là. Et ensuite, au-delà du rouge, on a ce qu'on appelle l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio. Donc, tout ça, c'est de la lumière. Hein. Et de l'autre côté, on a l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Donc, la différence, finalement, entre l'infrarouge, les rayons X, je sais pas, la radio et du vert, c'est juste une histoire de couleur. Ça s'appelle une histoire de longueur d'onde. Et Gravity et Matisse, ils observent ici en infrarouge. Je vais même mettre ce graphique parce que quand vous avez des gens là, qui vous disent oh là là, j'ai peur que mon Linky il envoie des ondes ou la 5G, je ne sais pas, voilà, mais bon, enfin, c'est que de la lumière tout ça. Hein, au bout d'un moment, si vous avez peur de la 5G, j'espère que vous n'avez pas d'autoradio dans votre voiture. Quoi. Sinon, c'est pareil. Quoi. Alors, Sphère, voici une vue du télescope numéro 3 du VLT qui s'appelle Mélipal, ce qui veut dire la croix du Sud en mapouche. Et vous avez ici le grand miroir de 8 mètres de diamètre du VLT. Ici, vous avez les miroirs secondaires qui ne fait que 2 mètres de diamètre. S'il y a des astronomes amateurs dans la salle, ils doivent me détester. Et ici, vous avez l'instrument Sphère. Donc c'est juste une grosse boîte noire qui est sur une des plateformes du VLT. Il y a 3 instruments sur ce télescope, comme tous ceux du VLT. Ici, vous avez Sphère, ici, vous en avez un autre, alors je ne sais pas qui c'est qui était là à ce moment-là. Et il y en a aussi un derrière au foyer Cassegrain, là, derrière le primaire, sans doute Vizir à ce moment-là. Et pour donner l'échelle de tout ça, vous avez quelqu'un ici, en bas à gauche, c'est toujours important de montrer quelle est la taille de tout ce qu'on voit. Donc voilà l'instrument que j'ai utilisé. Là, j'ai mis ça, je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant, mais c'est pour vous rappeler comment fonctionne, vous apprendre comment fonctionne l'optique adaptative qu'il y a dans Sphère. Le but, c'est de corriger les déformations de l'atmosphère. Donc ici, vous avez la lumière qui vient du télescope, le front d'onde, au lieu d'être bien droit, d'avoir des traits parallèles alignés comme ça, là, c'est déformé à cause de l'atmosphère. La lumière passe d'abord sur un miroir déformable, mais pour l'instant, on s'en fiche. Elle va là vers le détecteur, mais ça aussi on s'en fiche. Là, on va regarder la lame séparatrice. Donc, c'est-à-dire que là, la lumière passe partiellement vers ici quelque chose qui va analyser les distorsions. Là. Ça passe dans un calculateur qui va dire ah, il faut que je déforme mon miroir de cette façon pour corriger ce qui arrive. Et du coup, ce qui arrive ensuite ici, là, peut être parfaitement corrigé. Alors, on va dire, mais quand même, on arrive à corriger de la lumière. Ça va à la vitesse de la lumière. Hein. Du coup, c'est le principe. Donc là, sur Sphère, vous avez un petit miroir, ce n'est pas le grand miroir de 8 mètres, c'est un petit miroir qui fait à peu près 20 cm, 10-20 cm de diamètre, avec 1 millier de petits pistons qui vont venir derrière, corriger 1000 fois par seconde les turbulences. Alors, ça paraît extraordinaire, incroyable, on se dit, mais c'est pas possible que ça marche. Si, ça marche. Et on arrive à avoir des images de la même qualité que ce qu'on aurait si on avait le télescope dans l'espace, sans atmosphère. C'est quand même bien d'en avoir une pour respirer. Alors, voici à nouveau la courbe de lumière. J'espère que vous la connaissez par cœur maintenant. Hein. Et alors, voici les observations. En bleu, ici, vous avez les dates où j'ai observé Bételgeuse. Et ça, c'est quand même chouette. C'est que exactement un an avant, au Nouvel An, 2018-2019, j'étais au Chili et j'ai passé le Nouvel An à observer Bételgeuse. Pour moi, il n'y avait pas de meilleure façon de passer le Nouvel An. Et j'étais avec mon étudiante en tête, j'espère qu'elle s'est régalée. Et donc là, voilà, on a eu coup de bol du planning de l'ESO, on était au minimum précédent, quoi, dans l'état auquel on veut comparer. Et on ne pouvait pas savoir qu'il allait se passer quelque chose après. Donc là, ici, vous avez la première observation de fin décembre 2019, celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et quand j'ai vu que, bon, contrairement à ce que j'avais pensé, il se passait quelque chose, j'ai redemandé du temps en urgence pour avoir exactement le minimum.
et la remontée en luminosité. Cette fois, j'ai utilisé un mode où on déclenche les observations. Donc j'ai fait la demande là en janvier, et tous les jours, tous les matins, en me levant, j'allais regarder la courbe pour voir si on allait atteindre le plateau, quoi. Si on allait atteindre le moment où ça allait. Je savais que ça allait pas descendre indéfiniment, je savais qu'à un moment on allait atteindre un minimum, et je voulais avoir le minimum. Ben, je l'ai pas trop mal quand même, je l'ai eu. Et ensuite j'ai eu la remontée. Alors la remontée ça a été difficile hein, parce que je voulais être assez loin du minimum, mais pas trop parce qu'après elle est trop proche du soleil donc on ne peut plus l'observer. Donc début mars j'ai fait ma demande. Et j'ai eu bien peur parce que le virus commençait à se développer au Chili et on a eu la dernière observation 3 jours avant la fermeture de l'observatoire et ils sont restés fermés pendant 6 mois à cause de la pandémie. Donc on a eu peur mais c'est passé. Et donc voilà, donc ça c'est l'image qui a fait le tour du monde le 14 février 2020, c'était le monde d'avant. Donc on a eu une petite pression de l'ESO parce qu'il y avait comment dire, toute la pression médiatique de qu'est-ce qui arrive à cette étoile. On était en plein dans un événement, il n'y avait pas encore, enfin on ne parlait pas autant du virus, hein, c'était juste une pneumonie en Chine à ce moment-là. Et ben voilà, ils savaient qu'on avait ces images et on savait qu'on n'allait pas sortir l'article tout de suite, ça allait prendre quelques mois. Donc on a sorti juste 2 images, sans dire la longueur d'onde, sans dire l'échelle, sans rien dire, juste en disant, voilà, avant elle était comme ça, maintenant elle est comme ça. Et bon, on voit, il manque la partie sud, quoi. Et comme le communiqué est sorti le 14 février, et comme j'avais dit à la chargée de communication de l'ESO que Betelgeuse, c'est un peu ma chérie, c'est ma Valentine secrète, quoi, puisqu'elle sort le 14 février. Elle a repris ça dans un des tweets, donc voilà, c'est plus un secret. Betelgeuse est ma Valentine, en tout cas cette année-là, clairement, elle l'était. Et donc on a vu que, ben voilà, avant c'était un beau disque rond comme on l'attend pour une étoile, là il en manquait un petit bout. Alors cette image, elle avait été vue 70 000 fois sur le site de l'ESO en 2 semaines et l'Observatoire européen austral avait estimé qu'il y avait eu une portée de 2,3 milliards, ce qui est proprement extraordinaire. Et donc là, on voit, ça avait été repris dans le New York Times avec un joli truc, on glissait le volet, ça montrait avant-après, enfin, il y avait eu un truc, ça c'était... je ne sais même plus où c'était, ça devait être peut-être... ah oui, El Globo, donc ça c'est le Brésil. Là, il y avait eu le Royaume-Uni avec The Independent, bon, France Info, qui avait dit que c'était l'étoile la plus brillante du système solaire. Ben non. Mais je m'en souviens, hein, j'espère que le journaliste n'est pas là. Il y avait eu 2 standards aussi aux Pays-Bas. Oui, on avait une petite collection de perles qui était sortie dans la presse. Avec Éric Lagadec, on aime bien les collectionner. Alors voilà, la série d'images, ce qu'on n'avait pas montré, et ça c'est ce qui a été publié dans Nature. Donc c'est observé dans le rouge. Hein. Donc là, voilà, on est à cette longueur d'onde, donc c'est vraiment la lumière rouge visible à l'œil. Donc on avait une image en janvier 2019, on l'a observée celle de décembre, mais on avait aussi janvier 2020 et mars 2020. Et là, vous pouvez vous dire, bah oui, donc la perte de luminosité, c'est que la partie sud a été mangée. Mais en fait, non, parce que là, chaque image, elle est à son minimum maximum. C'est en fait une échelle de couleur relative à chaque image. Si je prends une échelle absolue, ben voilà. Donc là, c'est très lumineux en mars, mais on voit que décembre et janvier, c'est toute l'étoile qui est moins lumineuse et pas seulement la partie sud. Donc c'est quand même un phénomène assez important. Ce que je dois rajouter aussi quand on voit ces images, c'est que là, ce qu'on voit, c'est la surface d'une étoile autre que le Soleil en lumière visible et vue avec un seul télescope. Moi, il y a 10 ans, quand j'étais en master à l'Observatoire de Paris, on m'a dit, si on veut voir la surface d'une étoile autre que le Soleil, avec un seul télescope, c'est impossible. Il faut forcément faire ce qu'on appelle l'interférométrie, recombiner plusieurs télescopes pour faire comme si on avait un télescope de 100 mètres. Ben voilà, même sachant que c'était impossible, on l'a fait avec SPHERE, avec la correction de la turbulence atmosphérique, on arrive à voir la surface d'autres étoiles que le Soleil, mais il n'y a que SPHERE au monde qui peut faire ça, et il peut le faire seulement que sur 4 ou 5 étoiles. Donc ensuite, ça c'était mars 2020, hein, j'ai pas passé, on a soumis l'article, que je ne dis pas de bêtises, 6 mois plus tard, j'ai pas passé 6 mois à regarder ces images, on a bossé. Alors déjà, il y a eu plusieurs résultats qui sont sortis, avec des données un peu plus simples que ce que j'avais, et les études étaient très partagées. En gros, il y en a 67% qui affirment qu'il y a une partie de la surface qui s'est refroidie, qui avait un point froid à la surface de l'étoile, et il y en a 40% qui disent non, en fait, ça ne s'est pas refroidi, il y a eu un nuage de poussière. Ah oui, sachant que les 60%, eux, ils disent non, il n'y a pas de poussière. C'était très partagé et c'était 2 scénarios contradictoires. Et nous, on débarque là-dedans avec nos images
il faut se positionner, sans vexer personne. Alors c'est normal d'avoir des conclusions différentes, parce que si on regarde ces études en détail, ça a observé bételgeuse avec différentes longueurs d'onde, différentes couleurs. Il y en a c'était en visible, d'autres c'était en infrarouge, il y en a en radio, il y en a en ultraviolet. Et avec différentes techniques. Il y en a, c'était de l'imagerie, il y en a qui ont fait des specs, donc ils regardent la composition un peu de l'étoile, ils regardent des raies. Il y en a qui ont regardé la polarisation, donc ça c'est ce qui arrive quand la lumière est diffusée par de la poussière. Donc il y a eu plusieurs techniques, plusieurs longueurs d'onde, et c'est normal que selon l'outil qu'on utilise, on voit différentes choses. Comme on dit toujours, hein, si vous avez qu'un marteau avec vous, tout va ressembler à un clou. Donc voilà, là c'est un peu ça. Si vous regardez la polarimétrie, vous allez chercher de la poussière, l'imagerie un point froid. Donc voilà, on a tendance à trouver ce qu'on cherche. Et donc moi ce que je voulais, c'était vraiment avoir la réponse et être le plus neutre possible, me débarrasser de tous les biais. Donc on a considéré plusieurs scénarios. D'abord, est-ce que l'étoile s'est contractée? Ça, c'est un scénario qui n'a pas été évoqué, mais imaginons si l'étoile devient plus petite, elle devient moins lumineuse. Est-ce qu'on a le refroidissement de surface ou un nuage de poussière? Sachant que ça peut être soit quelque chose qui s'est récemment formé, qui a été éjecté par l'étoile, ou un truc qui passe devant, coup de bol, il est dans nos directions. Alors le coup du transit, déjà, donc le truc qui passe devant l'étoile, on peut quand même l'exclure. Parce que là, donc on a avant le minimum, au minimum, après le minimum. Si on a quelque chose qui passe devant, pendant la période de luminosité, ça doit traverser le disque de l'étoile. En gros, ça arrive d'un côté, et ça passe au milieu, et ça s'en va, même si ça ne recouvre pas toute l'étoile. Ça ne va pas revenir en arrière, hein, ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est un truc qui est sur son propre mouvement, voilà, il va avoir un mouvement monotone. Mais là, on voit que ça reste toujours, en gros, en bas, à droite, sud-ouest. Donc, ce n'est pas quelque chose en transit. OK, ça, c'est éliminé. Maintenant, on va aller voir si l'étoile s'est contractée. Pour ça, on va utiliser Gravity. Donc, voici l'instrument Gravity de l'interféromètre du VLT. Ça, c'était lorsqu'il était en cours d'assemblage en Allemagne. Pourquoi j'ai mis la photo de l'assemblage et pas celle de quand il est au Chili? Parce que maintenant, c'est un gros caisson fermé et c'est beaucoup moins sexy. Là, il y a tous les câbles et les machins, ça, c'est génial. Donc là, il recombine la lumière de 4 télescopes en infrarouge proche. Donc tout ça, c'est refroidi. C'est pour ça que c'est pas très beau. Et la conclusion, je ne vous montre pas les données interférométriques parce que c'est juste des courbes totalement inintéressantes. Voilà. Mais la conclusion, c'est que avant et après, elle a quasiment la même taille. En fait, elle est un tout petit peu plus petite en février 2020, mais pas suffisamment pour expliquer la perte de luminosité. Donc voilà, ça encore une vue de Paranal avec les petits télescopes qui s'ouvrent comme des fleurs. Ça, c'est pas une super nuit, hein, il y a des nuages. Donc on n'a pas de contraction de l'étoile et pas de nuage en transit. Donc il reste deux possibilités, un refroidissement ou un nuage de poussière qui s'est formé. Eh bien, on va se retrousser les manches, c'est ce qu'on a fait pendant des mois. On a fait tourner des milliers de simulations pour essayer de comprendre les observations. Pour ça, l'astrophysique, ce n'est pas juste regarder le ciel dans un télescope, il y a vraiment beaucoup d'informatique et de programmation derrière. Donc des simulations où en gros, on a soit voilà, une atmosphère chaude, rouge foncé, sur laquelle j'ai mis une tache froide. Et voilà, le but, c'est de varier la taille de la tache, de la déplacer, etc. Et des simulations avec un nuage de poussière, ça c'est des simulations rigolotes. Vous avez une étoile uniforme et devant, on met un nuage de poussière. Et on change la taille des grains de poussière, la composition de la poussière, la position du nuage, la taille du nuage, etc. Et en gros, ce genre de simulation, vous avez l'étoile derrière qui envoie plein de photons, des paquets de photons, de lumière, et qui va simuler une image obtenue avec le nuage de poussière devant. Donc voilà, des milliers. Alors ça, c'est la version finale, 8000 et 6000. En fait, il y a eu plein de tests avant où ça ne marchait pas en plus. Donc en fait, c'est des dizaines de milliers de simulations qui ont tourné sur le supercalculateur, la grappe de calcul de l'Observatoire de Paris, qui est situé à Meudon, à quelques centaines de mètres de mon bureau. Et donc voilà les meilleures images. Donc là, en haut, vous avez la série d'images obtenues avec Sphère. Ici, vous avez les simulations obtenues avec une tache froide et les simulations obtenues avec un nuage de poussière devant l'étoile. Conclusion, les deux marchent aussi bien en fait. Si on regarde, ça colle assez bien. Donc, comment on fait pour choisir, hein? Alors ici, vous avez justement des spectres. Donc ça, c'est la luminosité de l'étoile en fonction de la couleur, en fonction de la longueur d'onde. Donc ici, on part du rouge à 600 nanomètres vers de l'infrarouge à 2 microns. Ici, c'est avant la période de luminosité, janvier 2019.
Vous avez les points noirs ici, c'est la luminosité obtenue avec sphère, et en gris, c'est l'Association américaine des observateurs d'étoiles variables. Donc c'est ceux qui font la courbe de lumière là, que j'ai montré tout à l'heure. Et en orange, vous avez un modèle d'étoile chaude, juste une boule chaude avec rien de particulier. Là, on est dans la perte de luminosité en décembre, donc toujours en noir, c'est sphère, en gris, c'est les Américains. Là. En orange, une étoile chaude. En bleu, vous avez l'étoile avec un point froid. Et en violet, vous avez l'étoile avec le nuage de poussière. Pareil pour janvier, pareil pour mars. Et ce qu'on voit, c'est que les deux collent assez bien. Alors on va dire que le bleu, là, il est un peu mieux pour attraper tous les points. Donc c'est la tache froide. Mais c'est un biais en fait. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment meilleur que la poussière, parce que la tache froide, on fait varier la température et la position, la taille, et on a exploré tous les paramètres. Ici, pour le nuage de poussière, là, il faudrait changer toutes les tailles de grains possibles, toutes les formes de nuages possibles, et également toutes les compositions possibles. On n'a pas le temps. Hein. Une simulation, ça tourne pendant plusieurs heures. Et le millier de simulations, là, ça tourne pendant plusieurs jours pour avoir le résultat. Donc si on veut avoir toutes les combinaisons possibles, là, ça prendrait un mois ou plusieurs mois. Et on n'a pas un temps infini pour produire nos résultats. Donc on a dû restreindre notre espace des paramètres. Et on sait qu'on aurait pu sans doute trouver une combinaison qui marche mieux que ce qu'on avait ici. Donc en gros, la conclusion, voilà, quand on prend en compte les biais de notre modélisation, c'est que ça marche aussi bien l'un que l'autre. C'est très important, en fait, le boulot de chercheur, c'est ça, hein, c'est essentiellement, on a des observations, on essaie de les comprendre, et il faut faire attention à ce qui nous biaise. Et voilà, c'est essentiellement ça, c'est pour ça que c'est pas n'importe qui, parce qu'il faut vraiment une formation pour en fait penser à ce à quoi on n'a pas pensé. Donc c'est quand même assez délicat. Donc la conclusion, c'est que ça peut être l'un ou l'autre, quoi. Donc la baisse de température, on estime que ça peut être de 300 à 500 degrés. Voici les caractéristiques du nuage de poussière. Donc en gros, c'est des silicates basés sur l'atome de silicium. Hein. La taille des grains, c'est à peu près 0,2 microns. La masse totale du nuage, c'est à peu près 10 puissance moins 7 fois la masse du Soleil, donc 0,0001 la masse du Soleil. Et ça, en fait, ça correspond à peu près à ce que Betelgeuse, normalement, elle perd en un an. C'est-à-dire que dans son vent stellaire, voilà, elle perd à peu près ça tous les ans. Et là, ça arrive dans un seul paquet de poussière et de gaz. Et donc voilà, la conclusion de l'article, qui a été publié dans la Nature au mois de juin, c'est qu'en fait, il y a eu les deux phénomènes simultanément. On a un scénario où voilà, il y a eu un point froid à la surface de l'étoile qui a permis à un nuage de gaz qui était devant l'étoile de former de la poussière. Le gaz est transparent, donc on voyait l'étoile normalement. Et comme ça s'est refroidi et comme la poussière s'est formée dans le nuage, ça a caché l'étoile qui l'a rendue moins lumineuse. Un scénario intéressant pour deux raisons. Dans les autres études, il y a des gens qui avaient vu qu'il y avait un point froid et d'autres qui avaient vu qu'il y avait un nuage de poussière. Et on ne pouvait pas exclure les observations. Et alors ce qui est marrant, c'est que les articles s'ignoraient les uns les autres. Moi non, j'ai synthétisé, j'ai dit si on voit les deux, c'est qu'il y a eu les deux. Et ce qui est bien, c'est que le minimum, il est arrivé 4 jours après le minimum attendu de la courbe de lumière, vu qu'on connaît sa pseudo-période. Donc ça permet de rattacher ça à ce qui se passe sur l'activité en surface de l'étoile. Et donc, ce n'est pas arrivé au hasard, quoi. Donc, un scénario qui est assez cohérent et je suis impressionné que depuis 6 mois, il n'y a personne qui est venu le démolir. J'attends ça avec impatience quand même. Alors, il y a quelque chose qui aurait permis de trancher définitivement, c'est d'avoir des observations en radio avec ALMA. Donc ALMA, c'est ce grand interféromètre qui est aussi au Chili. Vous avez 66 antennes qui sont à 5000 mètres d'altitude sur le plateau de Chajnantor et on peut les séparer de 16 km. Alors ici, voilà, vous avez un transporteur qui est en train de déplacer une des antennes et voilà, il la met sur son dos et il peut la transporter jusqu'à 16 km de distance. Alors attention, ça c'est pas juste un petit camion comme on en croise dans la rue, parce que ici vous avez un 4x4. Et un gros 4x4 comme on en trouve au Chili, là, dans les secteurs miniers, c'est pas le petit SUV qu'on prend pour aller chercher le pain dans Paris. Hein. Ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs. Et ça c'est le gros 4x4 qui est bien utile et vous avez le gros transporteur à côté. Et alors l'idée avec ALMA, on aurait pu aller, avec la séparation de 16 km, observer le gaz. Et s'il y avait effectivement un nuage de poussière devant l'étoile, il y a du gaz, la poussière se forme à partir du gaz, on aurait pu le voir avec la séparation de 16 km, et on aurait pu voir qu'il venait vers nous, donc il était décalé vers le bleu.
Et ça, c'est très facile à faire pour ALMA. Moi, j'avais la demande de temps qui était quasiment prête, voilà, prêt à l'envoyer. Les longues lignes de base, elles sont là en hiver, donc c'était au mois de juin. Donc juin de 2020, j'étais prêt à ce qu'on aille observer Betelgeuse avec ALMA. ALMA a fermé fin mars, début avril, et n'a réouvert que des mois plus tard. Donc en fait, on n'a pas pu faire ces observations. Et c'est bien dommage. Ça aurait, je pense, vraiment permis de trancher définitivement sur le scénario. Il y a toujours une petite incertitude. Mais c'était la bonne décision à prendre de fermer. Enfin, je veux dire, aucune observation qu'on peut obtenir avec cet observatoire ou n'importe quel observatoire n'est plus précieuse que la santé et la vie des personnes qui travaillent dans ces observatoires. Donc c'était vraiment la très bonne décision à prendre de fermer en raison de la pandémie. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc voici la courbe de lumière, encore une fois, de Betelgeuse. Donc là, j'ai rajouté par-dessus, en pointillé, une sinusoïde qui est avec une période de 420 jours. Donc c'est pour attraper ce minimum-là et ce minimum-là. Mais en vrai, bon, on n'a pas, celui-là, on arrive encore à l'avoir, mais après, ça se décale parce qu'il y a 420 jours et par-dessus, il y a une modulation de 5000 jours, non, de 2000 jours, pardon, donc 5 ans, qui fait qu'en fait, il faudrait décaler un peu, mais bon, je n'avais pas envie d'entrer dans le détail. Ce qui nous intéresse, c'est ça, ça et ça. En bleu, vous avez les observations avec sphère. En violet, vous avez le maximum de luminosité attendu en 2020. Et ici, vous avez le minimum attendu pour 2021. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Donc, on a eu notre minimum. C'est remonté très, très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on attendait. Et on s'attendait à avoir ici le maximum de luminosité en juillet 2020. Surprise, quand elle est sortie de derrière le Soleil, ben non, elle était devenue moins lumineuse de nouveau. Donc là, il y a une espèce de plateau, c'est redescendu. Et ensuite, alors qu'on s'attendait à partir vers le maximum là, pour le février, non, c'était pour le minimum ici, en mars 2021, ben là, ça a remonté. Bon, ben c'est redescendu. On a eu le minimum quasiment lorsqu'on s'y attendait. Il y a eu quelques jours de retard. Puis depuis, voilà, ça repart. Qu'est-ce qui se passe ? On n'en a absolument aucune idée. Personne ne sait rien de ce qui arrive à Betelgeuse actuellement. Donc, vous avez peut-être remarqué, là, il y a un trait bleu. Donc, en fait, j'ai obtenu une nouvelle image en avril 2021 qui montre dans quel état elle était. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous la montrer. Ce sera l'objet de ma prochaine publication. Je suis en train de travailler dessus. J'ai aussi des observations en radio avec NOEMA, donc, qui est un interféromètre radio situé sur le plateau de Bure, à côté de Gap, dans les Hautes-Alpes. Donc, je suis encore en train de regarder Betelgeuse et d'essayer de comprendre ce qui lui arrive. Donc là, en plus, il y a ces petites oscillations, on ne comprend pas trop. Donc, il y a des gens qui se posent des questions. Hier encore, on en discutait. Donc voilà, l'aventure n'est pas finie. Donc voilà, les nouvelles observations. Et alors le futur très lointain, évidemment, ça va être l'ELT. Donc c'est un grand télescope de 40 mètres de diamètre qui est en cours de construction au Chili. Donc là, vous avez des voitures à côté pour vous donner l'échelle de tout ça. Donc c'est plus grand qu'une cathédrale. C'est pas très loin du VLT. Et la France, l'Europe, c'est un télescope européen, et la France est très fortement impliquée là-dedans. Les miroirs, là, c'est un miroir mosaïque, sont en train d'être polis ici en France. Et avec ça, c'est une simulation. Donc ici, vous avez une simulation de la surface de Betelgeuse, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et voici ce qu'on pourrait observer avec l'ELT, avec l'instrument Mikado, également très fortement développé en France, en particulier à Meudon. On pourrait cette fois voir les petites cellules, et l'idée, c'est, si on fait plusieurs observations au cours du temps, c'est voir la vidéo. C'est-à-dire que là, on a eu la vidéo, la simulation, mais voilà, d'ici une dizaine d'années, c'est avoir vraiment le vrai film observé grâce à Mikado. Donc, et mieux comprendre comment la perte de masse des supergéantes rouges est déclenchée. Alors voilà, on en arrive à la conclusion, j'espère que je ne suis pas trop en retard. Donc Betelgeuse va exploser un jour, et voici ce que ça pourrait donner depuis Paris. Donc c'est la Tour Eiffel, les Invalides. On voit la constellation d'Orion, là, les 3 étoiles, la nébuleuse, Riel, et voilà, la supernova de Betelgeuse. Alors évidemment, ça c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Si ça arrive, il faut évidemment éteindre toutes les lumières partout, parce que là, on pourra sortir dans la rue et lire un livre à la lumière de la supernova. Ce qui est quand même extraordinaire.
Donc j'espère qu'on pourra vivre ça. Alors pas sur Betelgeuse, surtout pas sur Betelgeuse, parce que je serais très malheureux de vivre une partie de ma vie avec, sans qu'il y ait rien dans la constellation d'Orion, qu'elle soit plus là. Donc Antares, j'ai aucun problème qu'elle explose, il n'y a pas de souci, ça ne m'amène pas. Surtout pas Eta Carina, parce qu'elle est dans l'hémisphère sud, et si elle explose dans l'hémisphère sud, on ne la verra pas dans l'hémisphère nord. Donc non, Antares, eh bien, on peut la voir au nord et au sud. Voilà. Mais voilà, ce sera probablement pas bientôt. Pourquoi ? Donc on sait que la phase de géante bleue, quand l'étoile va fusionner de l'hydrogène vers l'hélium, ça dure à peu près 5 à 20 millions d'années. Voilà, Betelgeuse, ça a dû être 8 millions d'années. L'hélium vers le carbone-oxygène, c'est 1,1 à 2 millions d'années. On pense que Betelgeuse, elle en est là. Hein. Donc il y a encore quelques centaines de milliers d'années, sans doute, en tant que supergéante rouge. Ensuite, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, les autres phases, là, elles sont de plus en plus courtes. Là, ça va être 500-600 ans, en gros, 1 millier d'années. Les dernières quelques années, quelques mois, quelques jours. Et ce qui est assez rigolo, c'est que la lumière, pour sortir de l'étoile, donc vous avez les réactions ont lieu dans le cœur de l'étoile, et la lumière traverse l'étoile pour ensuite en sortir. Donc ça met 700 ans pour venir jusqu'à nous. Mais pour traverser l'étoile, la lumière met plusieurs milliers d'années. Parce que ça ne va pas en ligne droite, il y a des absorptions, diffusions. Et ce qui veut dire que en fait, la lumière des dernières réactions ne sort jamais de l'étoile avant la supernova. C'est-à-dire que ça, voilà, on peut le voir, mais ensuite, là, les photons vont rester prisonniers dans l'étoile et ils vont partir avec tout le reste de la supernova. Donc tout ça pour dire qu'en fait, quand même, une supergéante rouge, ça peut exploser sans crier gare. Alors, il y a en partie qu'il y a peut-être des ondes de choc qui se propagent avant, des fluctuations de luminosité, hein, qui pourraient arriver juste avant. Mais bon, on est quasi certain que vraiment Betelgeuse, elle en est là. Donc malheureusement ou heureusement, elle ne va pas exploser de notre vivant. Mais le jour où ça arrivera, ce sera chouette. La conclusion, c'est que voilà, elle a éjecté un nuage de gaz et à cause d'un point froid, d'une tache froide à sa surface, il y a eu voilà, de la poussière qui s'est condensée dans ce nuage, ce qui l'a caché. Et donc ça devrait nous aider à mieux comprendre comment les supergéantes rouges perdent de la matière. J'ai oublié de dire, en fait, on ne sait pas comment la matière quitte la surface des supergéantes rouges. Et voilà, Betelgeuse continue à l'observer. Ça, c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière. Ça, c'est le télescope de 60 cm de l'observatoire de Meudon. C'est moi. Et ça, c'est Philippe Hénarejos qui donne une conférence sur la mission Apollo 14 à côté, rédacteur en chef à Ciel et Espace. Et on est en train d'observer Betelgeuse qui est là. Vous avez la constellation d'Orion, avec le vieux télescope et la monture qui date des années 30. Et voici l'image de Betelgeuse qu'on a acquise. Il n'y a pas de résolution, là, on ne voit pas la surface, c'est juste un point. Mais je suis super content de pouvoir aller observer Betelgeuse comme ça, après avoir sorti ce résultat. Et bien sûr, pour publier ce résultat, je n'étais pas tout seul, il y avait toute une équipe avec moi. Donc, vous voyez ici toutes les personnes, en particulier Émilie Canon, qui est mon étudiante en thèse, qui va soutenir sa thèse dans 10 jours. Et voici une équipe internationale. Et vous voyez que la science n'est pas exclusivement masculine. On manque beaucoup de femmes dans la recherche en astrophysique. Et donc, s'il y a des jeunes femmes qui veulent se lancer, vous voyez, il y en a qui sont là et on a besoin de vous. Et je vais juste finir avec une vidéo qui est en fait le communiqué de presse de l'ESO. Alors vraiment, il y a un peu de son. Merci beaucoup. Alors c'est en anglais, donc je vais traduire en français. Donc voilà, qui a éteint la lumière sur Betelgeuse. Donc là, on zoome de la constellation d'Orion vers Betelgeuse. Ça, c'est des images de grands relevés qui nous permettent de voir plein d'étoiles en grand champ. On zoome. Là, voilà, on voit le changement qui a eu lieu à la surface en quelques semaines sur Betelgeuse. Est-ce que Betelgeuse était sur le point de mourir dans une explosion de supernova? On ne m'a pas consulté pour la vidéo, hein. Moi je n'aurais pas mis ça. Donc voilà, en utilisant les grands télescopes de l'ESO, on a pu résoudre le mystère, jusqu'à ce qu'on nous contredise. Donc ici on voit une simulation, une vue d'artiste, on voit le point froid à la surface de l'étoile. On est en train de tourner autour de l'étoile et on voit le nuage de poussière qui a caché l'étoile et qui a eu le bon goût d'être dans notre direction. Et voilà, plutôt que d'annoncer la mort de l'étoile, cette grande perte d'éclat, ça nous a permis de mieux comprendre comment la poussière d'étoile se forme. Et c'est quand même extraordinaire qu'il y a 700 ans, il y a ça qui s'est passé sur Betelgeuse, et que j'étais là juste au bon moment pour l'observer. Je vous remercie pour votre attention.